La vidéo que tu vas voir est une retransmission de live. J'explique dans celle-ci les raisons de ce dernier, mais je dois quand même préciser une ou deux choses avant. Un live avec Frédéric Delavier, c'est compliqué, car on se met à parler de tout et de rien. Mais ma chaîne n'étant orientée qu'autour du sport, j'ai décidé de couper et d'assembler les passages où l'on parlait de sport. Il y aura donc des petits panneaux, comme celui-ci, quand on saute d'une partie à l'autre pour remettre sur le fil de la conversation. Et j'aimerais aussi préciser que je fais ce live parce qu'en fait, tu as Frédéric Delavier, qui a fait un live avec Michael Gundil pour parler de morphologie récemment et pour répondre, entre guillemets, à un live que nous, on avait fait avec Mathias et Assermandax de la Tronche en Biais, où on parlait un petit peu de ce qu'il faisait. Et je me suis dit que plutôt que d'être toujours en interposé, en live interposé, etc., on allait parler directement de morphologie et d'anatomie avec Frédéric Delavier. J'aimerais, avant de passer sur la FAQ, qu'on parle de tout ce qui est Stuart McGill. Alors Stuart McGill, parce que en réalité, le live en fait de Frédéric Delavier et de Michael Gundil parlait de morphologie et d'anatomie pour répondre à un live qu'on avait fait avec particulièrement au propos de Mathias Soulol, qui disait qu'il n'y avait rien à l'heure actuelle dans la littérature qui démontrait qu'il y avait un lien entre morphologie et blessure, il me semble, et aussi entre morphologie et performance sportive. Alors il me semble qu'il a dit ça, Mathias, je déforme peut-être ses propos, je me souviens plus si c'était en particulier sur les pathologies ou sur les performances sportives. Mais du coup, Gundil notamment cite le travail de Stuart McGill en disant oui, en fait, lui qui est le grand spécialiste mondial de la santé du dos, il dit qu'il y a un lien. Et Stuart McGill, c'est un type qui est brillant au niveau de tout ce qui est santé du dos. Alors, il a été l'instigateur de plein de choses, mais sur certaines choses, il n'est pas du tout dans le consensus scientifique et dans ce qui se fait au niveau des avancées les plus récentes. Il est resté sur une espèce de modèle qui, lui, fonctionne pas mal pour lui, mais qui peut s'expliquer par d'autres choses. Et on va voir ça très rapidement. Stuart McGill, c'est un type qui explique notamment que la colonne vertébrale, en fait, elle n'est pas faite pour trop bouger, ou en tout cas trop bouger contre résistance. Donc les crunchs, par exemple, il est contre faire des crunchs contre résistance, etc. Il n'aime pas. Lui, ce qu'il dit, c'est que, en gros, la colonne vertébrale et les muscles abdominaux, ils sont faits pour la stabilité et très très peu bouger. Et ça s'entend, c'est vrai qu'ils sont peut-être pas faits pour bouger énormément contre résistance, mais ça ne veut pas dire pour autant, peut-être déjà ils sont faits pour rien, nos muscles, ils se sont adaptés plutôt qu'ils se sont faits. Ça n'existe pas le fait de dire nos muscles sont faits pour ça, mais en plus il y a peut-être raison que c'est plus adapté de travailler ces abdominaux comme ça. Ceci étant dit, sur les choses sur lesquelles, par exemple, ils se fondent pour dire ça, il y a notamment des études sur des colonnes de porcs morts, où il a fait plein de flexions, et puis il a vu qu'au bout d'un moment, ça provoquait des hernies. Le problème, c'est qu'une hernie, c'est chez un être humain vivant en bonne santé, en fait, on s'en fait plein durant notre vie, et on ne s'en rend même pas compte, et c'est pas grave, en fait, de faire une hernie, déjà d'une part. Donc, ça prouve rien. En plus, sur des porcs, les porcs, ce n'est pas des êtres humains. Ils sont beaucoup moins flexibles que nous. Et enfin, quand tu fais ça sur un animal mort, il n'y a pas la capacité d'adaptation, etc., etc. Donc, c'est un vrai problème, en fait, de dire que Stuart McGill a raison tout le temps à l'encontre de peut-être ce qui se fait dans les tendances de la recherche. Et donc là-dessus, je ne suis pas vraiment d'accord pour dire que Stuart McGill peut être considéré comme une référence, surtout loin de là. Notamment, en particulier, il parle du fait de dire oui, mais les problèmes de dos, en fait, tu ne peux pas les diagnostiquer, etc. Et sans faire un examen très poussé, tel que le fait Stuart McGill, qui a réussi à soigner plein de gens, etc. Oui, mais il faut savoir qu'en fait, les problèmes de dos, il y a plein de choses qui indiquent que maintenant, on est plutôt sur l'hypothèse que c'est quelque chose qui est très grandement psychologique.
C'est-à-dire que quand tu te fais mal au dos, oui, il y a peut-être des causes mécaniques, mais la plupart du temps, ce sont souvent des causes type anxiété, machin, etc. Et puis tu finis par te faire mal au dos parce que ça se rajoute en fait, parce que ton état mental est tel que ta sensibilité à la douleur est augmentée. Et donc, peut-être qu'un truc qui ne te ferait pas mal en temps normal, bah là, d'un seul coup, ça te fait mal au dos. Et c'est ça qui est le modèle le plus exploré en ce moment. Parce qu'en fait, on n'arrive pas vraiment à relier le mal de dos et les symptômes physiques. Donc, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est dommage d'utiliser Stuart McGill, le travail de Stuart McGill comme l'autorité absolue. Ça ne devrait pas être l'autorité absolue. C'est un gars qui s'en sort bien avec des athlètes, ça c'est sûr. Mais est-ce que c'est par les explications qu'il avance qu'il s'en sort bien? Je ne sais pas. J'oserais pas dire en fait que je m'y connais plus que le consensus des experts sur la question qui semble pas aller dans la direction de Stuart McGill sur ces situations-là. Mais si ça se trouve, je me trompe. Mais je pense quand même que j'ai plus de chances de ne pas me tromper en étant dans le sens du consensus. En termes de morphologie et d'anatomie, parce que c'est ça qui est important et c'est ce dont on a envie de parler ce soir. On parlait en fait surtout du lien. Alors d'abord, le premier sujet, ce sera la performance sportive et la morphologie et l'anatomie, et ce qu'on en pense, etc., etc. Et ensuite, deuxièmement, ce qui va être morphologie, anatomie sportive et la blessure. Parce que ce sont les deux grands thèmes que tu abordes assez régulièrement et pour lesquels tu as été assez connu. Ouais, mais faut revenir là-dessus, c'est multifactoriel. Ouais. Ce qui est valable pour un n'est pas valable pour l'autre. C'est-à-dire, quand tu as des grands bras, une cage plate, normalement, hein, au développé couché, on va parler de muscu, mais on peut parler d'autres sports, Ouais, bien sûr. tu risques d'avoir plus de chances de te déchirer. Mais ça, c'est une question de levier, parce que tu vas normalement plus étirer tes pecs. Mais après, tu as des gens qui peuvent avoir, au niveau génétique, ou bien, quand tu es jeune, en général, tu te déchires très peu, hein, puisque tu as une très bonne qualité des fibres. Elles n'ont pas été traumatisées avec des irrégularités dans leur reconsolidation. Hein, c'est ça ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même des variations chez les individus dans la souplesse des fibres musculaires et même dans la résistance à la souplesse des tendons. Hein. Donc, ça ne garantit pas avoir une mauvaise morphologie au niveau levier. C'est pas ça forcément qui va te faire des blessures. Ça, c'est un facteur en plus, tu vois. Mais c'est pas ça. Il y a des mecs qui fument 6 paquets de cigarettes par jour et puis ils n'ont pas de cancer. Mais globalement, les mecs, ils vont attraper des merdes au poumon parce que c'est des processus inflammatoires qui génèrent un processus inflammatoire, ça génère une accélération de la régénération des tissus qui sont lésés. Bah, quand il y a une accélération de la régénération des tissus, il y a plus de chances, bien sûr, d'avoir une cellule cancéreuse, puisque tu accélères le nombre de réplications. C'est évident. Le processus augmente. Donc, c'est tout ça, c'est une question d'équilibre. Donc, faut faire très attention là-dessus. Je veux dire, c'est pas parce que tu as une mauvaise morphologie visible que tu vas être mauvais, mais globalement, tu as plus de chances de ne pas faire un champion. Les champions, ils ont à peu près la morphologie correspondant à leur sport. Bien sûr, tu peux avoir plusieurs morphologies dans un sport qui peuvent jouer entre elles. Hein. On a vu ça au début du MMA avec les boxeurs qui se faisaient massacrer par les mecs qui étaient habitués à faire de la lutte. Parce que les boxeurs, ils faisaient du combat, ils n'étaient pas habitués au corps à corps. Donc il suffisait que le mec de la lutte qui ne savait pas taper, qui n'était pas un professionnel de la frappe, passe dans la garde et il niquait le mec. Maintenant, tu as des boxeurs qui font de la lutte. Donc, c'est déjà beaucoup plus dur. C'est encore des mecs qui jouent sur un mix. C'est celui qui maîtrise les deux. Donc, des espèces de morphologie intermédiaire avec plein c'est multifactoriel, puisque tu vois des mecs qui sont extrêmement forts, qui sont obligés d'abandonner des carrières par rupture, par fracture par exemple des tibias ou de zones qui sont plus fragiles. C'est des variations, mais globalement, tu as quand même des morphologies. Un haltérophile, il va avoir une morphologie d'haltérophile. Parce que c'est une morphologie qui est faite pour avoir, quand tu es en position d'arracher ou d'épaulé jeté, la meilleure morphologie pour pouvoir pousser la barre sans avoir
des porte-à-faux trop grands et sans basculer en avant ou en arrière. Plus on monte de niveau, plus Voilà. les morphologies se resserrent. Et ça, Voilà. pour moi, je suis assez d'accord là-dessus. La chose que j'essayais de dire, en fait, c'est surtout que, comme en fait, il y a beaucoup de gens, je pense, qui interprètent mal tes propos, parce qu'ils Oui. pensent que, en fait, quand ils regardent leur morphologie et puis ils se disent, ah ben, comme j'ai des grands leviers là et des courts leviers là et tout, bah, je peux pas faire ça. Et puis, c'est pas vrai. Voilà, c'est ça, c'est pas vrai. C'est comme moi. Regarde, moi j'ai une morphologie pour le squat qui est minable à voir. Je ferai jamais un grand champion de squat. J'ai jamais été mon maximum avec un gros bide, parce que moi je parlais du bide, donc ça reposait sur les jambes quand je faisais de la compète. J'arrivais à faire sans ceinture, sans rien, 200 par 12. C'est des grosses barres. On est naturellement, je parle naturellement. Mais c'est pas possible de monter beaucoup plus en vérité, parce que mon porte-à-faux m'empêchait à cause de mes fibres. Ceci dit, le squat, pour moi, me génère aucune blessure lombaire à cause de ma morphologie lombaire, alors que normalement, quand tu as des grandes jambes, bah, tu peux te péter la gueule, mais c'est pas forcément ça qui génère les. J'ai expliqué dans des vidéos ce qui générait essentiellement les pathologies lombaires, ça peut être c'est le déséquilibre avant, c'est la chute en avant, mais c'est la chute en avant contrecarrée par un autre truc. Et je me suis aperçu, j'étais pas le seul à l'avoir découvert, mais je suis le seul à l'avoir mis en image. Hein. Mais ceci dit, moi, le squat me développe à fond les cuisses. Et je me blesse beaucoup moins au squat, par exemple, qu'au cadre guide. Ok. Oui. Tu vois? C'est parce que tu peux beaucoup plus facilement. Ouais. Parce que je peux moduler mon angle plus facilement. Et à ce moment-là, comme moi, j'ai pas tellement des récepteurs de la surcharge. Je crois que c'est les trucs de Golgi, je me souviens plus, tu me diras le nom. Oui, c'est ça. Voilà. Je pousse très fort et j'ai pas un arrêt du système nerveux de protection. Je continue à pousser, dans le genre Hulk, il est super fort, oui, mais je continue à mettre une force énorme, mais après, c'est les fibres qui lâchent. Ouais, c'est ça. Tu t'étais pas fait d'ailleurs comme ça une rupture au niveau du biceps ou quelque chose comme ça? Mais ça, c'était autre chose. Ça, c'est un choc. J'ai mal pris un truc, j'étais fatigué, j'avais une petite tendinite, mais pas grave, et surtout une petite tendinite. Et puis, j'ai pris un pneu sur le bras, j'ai voulu le rattraper et tout s'est arraché d'un coup. Mais quand j'ai été opéré, il n'y avait même pas d'inflammation. Le mec, il m'a dit putain, le biceps, il est nickel. Le tendon était parfait. Et bon, simplement, j'ai pris un choc trop lourd. Et comme j'étais un peu contracté d'un côté du biceps plus que l'autre, bah, je me suis pris le poids du pneu sur la moitié du biceps au lieu de le prendre sur tout l'ensemble des fibres. Et ça a moins amorti. Ouais, ça a moins amorti, donc ça a pété. Ce qui arrive, c'est une connerie. J'étais un peu au régime aussi, un peu pour être sec. Pour les salons quand j'étais jeune. L'ego, toujours. J'étais jeune. Non, mais ça, c'est très important aussi à dire. C'est que quand on est bas en énergie, en fait, c'est là où on a le plus de chances de se blesser. Au niveau de la morphologie, juste, j'aimerais revenir sur un truc parce que tu as dit un truc qui était très intéressant où tu disais que effectivement c'est une gestion de l'énergie, etc. Je suis amplement d'accord avec toi. J'aimerais juste reparler rapidement du côté prévision parce que je trouve que c'est aussi intéressant de parler de ça. C'est que moi j'aime bien je ne sais pas si tu connais Nassim Taleb, Nassim Nicolas Taleb, qui a fait un livre sur le hasard qui s'appelle Le Signe Noir. Et c'est un très bon livre, je te recommande de le lire si jamais tu ne l'as pas lu, sur le hasard. Et en fait, ce que je trouve très intéressant, c'est que il explique qu'en gros, on ne peut pas prévoir le hasard, parce que, enfin, le signe noir, la chose qui est inattendue, parce que par définition, elle est inattendue. Et donc, si on pouvait la prévoir, elle ne serait pas inattendue. Et c'est ça que je trouve intéressant aussi dans la morphologie des grands champions, c'est qu'en fait, avant que le grand champion arrive, on pourrait se dire, oui, ça fonctionne comme ça, et ça fonctionne comme ça, etc. Et puis le grand champion arrive, je pense par exemple à des gens comme Lamargan, tu sais, celui qui avait sa colonne complètement bloque un peu. Scoliosée, tu vois. Ah oui, mais il faut faire attention. Oui, le black qui fait un soulevé de terre énorme. Exactement. Mais alors, il était scoliosé, mais il avait une scoliose qui ne générait pas de pathologie nerveuse. Bien sûr. Elle devait être complètement bloquée de partout. Donc ça ne gênait pas. Et puis les articulations interépineuses qu'on voit là, hein, je vous montre, hein, devaient bloquer tout ça. Hein. Ça devait être complètement bloqué au niveau de la scoliose, tu vois. Ça devait être même à la limite calcifié. Donc les risques devaient être relativement mineurs. Ça faisait un mec. Alors il avait je crois qu'il avait des bras extrêmement longs.
il avait des bras qui étaient quasiment au niveau du genou, du genou, ouais, il avait les bras qui descendaient un maximum. Alors il était scoliosé, voilà, mais paradoxalement, il avait quand même des espèces de bras qui descendaient jusqu'en bas. Bah, c'est parce qu'il était, comme il a perdu beaucoup de centimètres sur son buste, voilà. Du coup, forcément, il avait des grands bras en rapport. Et c'est vrai que il avait des grands bras, il a perdu des centimètres sur le buste. Donc tu vois, c'était un ensemble. Alors le truc, on l'a pas vu, mais c'était une petite catégorie. Ouais. Maintenant, s'il serait monté plus lourd, on ne sait pas s'il aurait tenu ou pas. Ouais, bien sûr. Mais je trouve ça intéressant, en fait, pas pour le... En fait, j'ai envie que les gens n'interprètent pas mal ce que tu as dit. C'est-à-dire le côté... quand on veut, on peut, sauf quand on ne peut pas. Et moi, non, quand on veut, on peut, sauf quand on ne peut pas. C'est vrai. Mais il faut savoir que c'est multifactoriel. Ouais, c'est ça. Ça ne veut rien dire. Moi, j'ai une morphologie qui est pourrie pour faire du squat, mais le squat me va très bien pour développer mes jambes. Donc, je fais du squat. Ouais. Tu comprends quand les mecs, alors là, je peux pas faire, j'ai mal à l'arrière de l'articulation, ça me gêne pas pour l'entraînement, juste pour dormir. Bon, bah, j'ai une espèce de blessure que je me suis fait qui devait être là quand j'étais jeune. Je m'en suis aperçu après que ça s'était un peu accentué, mais je devais avoir déjà un manque de mobilité de l'épaule droite. Je m'en étais même pas aperçu, je crois que c'était normal. Puis là, avec l'âge, tiens, j'ai testé, puis ah merde, je suis complètement bloqué à droite. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, j'étais très fort en traction d'un bras à droite et moins à gauche, parce que j'avais aucune mobilité à droite, donc je partais pas vers la droite, tu vois. Ouais. C'est un peu ce qu'il a, comment il s'appelle, le mec qui fait du bras de fer, là, le grand, là. Devon Larratt. Là, voilà, Devon. Devon, tu marques, les mecs sont là, puis lui peut tenir comme ça. Ouais. Puis tu dis, merde, il a l'épaule bloquée en vérité. Ouais. Tu cherches pas. Il doit avoir le coude et l'épaule bloqués, et les mecs, ils ont beau pousser, ils posent sur un coude bloqué et une épaule qui doit avoir une congruence derrière, un blocage, qui fait que les mecs, ils sont sur de l'os. Ouais, ça doit être une exostose, un truc comme ça. D'ailleurs, j'ai fait plein de fois du coude à cause de calcification. Ouais, c'est ça. Puis aussi, il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Le type a une endurance musculaire impressionnante aussi. Hein, impressionnante, voilà. Voilà. Et puis, il a mis au moins en point quand même des méthodes d'entraînement qui sont... En plus, il n'est pas con, il est passionné. Ah ouais. Bon, il a l'air de penser qu'à ça. Toute sa journée, il fait des vidéos sur ça. Ouais. Le mec, il se lève, il pense au bras de fer. Il s'endort, il pense au bras de fer. On dirait Gundil qui se lève et qui pense à la muscu, qui s'endort, qui pense à la muscu. Tu vois, Mais ça se voit quand il fait ses matchs. Hein. Enfin, moi, ce que je trouve très impressionnant en tant qu'athlète aussi, c'est son côté mental. C'est-à-dire qu'il est dedans tout le temps et il est au-dessus en fait de l'autre, il le provoque, il joue avec lui et même ses plus grands adversaires, au bout d'un moment, ils sont saoulés en fait de le voir tout le temps être dedans et tout le temps sourire. Quand les mecs, quand les mecs poussent, lui là, il se repose à un moment. Et puis il est comme ça. Et après il réattaque. Ouais, et puis il est comme ça. Vas-y. Voilà. Son plus gros problème, en fin de compte, lui, c'est pas de subir l'attaque du mec, c'est d'arriver à le plier. Ouais, c'est pour ça qu'il est très endurant. Il n'est pas, pas très explosif, mais il est très endurant. Et pour le coup, parce que les mecs, il attend que les mecs se fatiguent sur ces barrières osseuses pour après les attaquer en. C'est des techniques de morphologie. Moi, j'en ai vu plein comme ça. Dire, normalement, quand tu es un bon boxeur, pas tous, hein, tu es assez large d'épaule, ce qui te permet de. Bon, tu tapes en direct, ça. Et en général, tu envoies un crochet. Et puis un crochet, ça permet d'avoir, avec la largeur d'épaule, d'avoir la rotation de la hanche, la puissance au sol pour rebalancer l'énergie que tu mets dans le sol sur la rotation de la hanche, la rotation des obliques, tu vois, l'extension de triceps et le mouvement du pec et de l'épaule qui sont extrêmement puissants puisque c'est une adaptation lancée qu'on a, l'homme. Hein, l'homme, il est comme ça. Ouais, comme ça, il a l'omoplate qui est dirigée vers nous. Donc, les boxeurs en général, tu vois, ils sont assez larges d'épaule et ils tournent. Mais moi, j'ai vu, alors je raconte tout le temps l'histoire, je voyais c'était un Turc d'origine, un Allemand d'origine turque qui était champion du monde. Et lui, il n'a pas de largeur d'épaule. Tu vois. Alors lui, il s'était adapté et était devenu champion du monde. D'ailleurs. Hein. Je trouve. Ah oui, c'est culturellement, les Turcs ont des clubs de boxe et font de la boxe. C'est une façon de s'affirmer là-bas. Ils aiment bien la bagarre, ils aiment bien la lutte, tout ça. Mais comment dire, je sais pas si tu vois qui c'est, Efkan Kurnaz, celui qui, From Human to God, qui fait des vidéos sur YouTube. Ouais. Il est connu pour le fait d'avoir une faible largeur d'épaule, en fait, avec des clavicules assez courtes. Mais il est turc pour des clavicules aussi. Ouais. Oui, il est turc. Et lui, il n'était pas large d'épaule. Donc, ce qui le forçait à taper en direct, comme ça. Ouais. Et taper en direct, tu assommes pas un mec en direct. Tu assommes, bien sûr, tu peux l'assommer quand il est très fort, tu mets dans le nez direct. Mais c'est pas un crochet qui tourne. Alors, le problème du crochet, c'est que tu le vois venir. Tu l'évites plus facilement, tu vois.
Le direct, tu l'évites pas. Mais le direct, quand tu es un professionnel, tu t'assommes pas. Tu mets tes gants, tu es là. Bon, il te sonne un peu, mais c'est bon. Et lui, il pouvait taper qu'en direct. Mais il était très très fort en direct. Mais il assommait pas les mecs. Donc, il avait une technique de combat. Comme il n'était pas large d'épaule, il se protégeait avec les gants. Donc, technique de boxe, de gros gants, tu passes pas à travers. C'est une technique qui n'aurait pas pu avoir lieu si c'était du combat à main nue. Oui. Parce que les mecs, ils lui passent là et là. Oui. Donc, il avait ses gants et il avait les oreilles en chou-fleur. Parce qu'il prenait tout le temps latéralement. Ouais. Il prenait jamais dans la face. Il avançait sur le mec comme ça, comme une tortue, il faisait ça. Ouais, mais il faisait tous les rounds comme ça. Ouais. Au bout d'un moment, et à la fin, le mec qui était en face à la fin, c'était sa spécialité, c'est rarement une spécialité. Lui, il avait les oreilles rougies, le visage impeccable, et le mec en face, il avait le visage qui était comme ça. Et il finissait par être alors je ne sais plus combien il y a de rounds, il y en a combien en boxe 10, il me semble, hein, ou 15, je ne sais plus. Je connais à la fin, ouais. Quand le mec commençait à être fatigué, et lui, c'est pas spécialité le crochet, alors à ce moment-là, quand le mec était à moitié inconscient, il armait un crochet et là, il l'assommait. C'était toujours comme ça. Et on le voit s'entraîner, il dit voilà, il monte son entraînement. Il était avec son entraîneur. Et le mec, il passait son temps à faire du toucher serré. Ouais. Il va pas faire du crochet. Hein. Ouais. Et tu t'aperçois qu'il avait adapté son entraînement à sa morphologie. C'est ça qui... Mais normalement, il n'avait pas la morphologie typique du boxeur. Mais donc il faut vraiment se méfier, quoi. Mais il n'est pas handicapé non plus. Quand ton copain a dit, il s'est trompé, ton copain. Je sais pas pourquoi. Il doit être gentil, il doit avoir un côté très scolaire, très universitaire. Il lui faut toujours des sources. Alors qu'elles existent ces sources, mais il les a pas regardées au bon endroit. Les Américains, ils les mettent souvent leurs sources dans du grand magazine, quand ça marche bien, tu vois, ils les montrent. Mais il y en a tellement, tu vois. Et la morphologie, c'est fondamental. Je pense pas que ce qu'il disait, c'était ça en fait, Mathias. C'est pour ça que... Il disait qu'il n'y avait pas de... Il a cherché, il n'y avait pas de recherche scientifique qui prouvait que la morphologie influait sur la performance. En fait, c'est une erreur qu'il a fait. Je pense que c'est... Alors, je pense que c'est un souci de compréhension parce que je ne pense pas justement que c'est ce qu'il disait vis-à-vis de ça. Et c'est pour ça aussi que j'ai envie un peu de clarifier pour lui. Alors, moi, je lui ai envoyé les émissions. Hein. Ouais. J'ai envoyé l'émission d'Arte. Arte a fait toute une série. Parce que moi, j'avais lancé la mode parce que personne n'en parlait. Hein, mais les mecs ont fait des recherches après. Mais ce n'était pas la mode, c'est pour ça. Et moi, j'étais le premier à en parler. J'ai pas le premier à en parler, mais des mecs ont fait. Mais vraiment en parler grand public. Mais moi, je ne l'ai pas fait regardant les autres, puisque moi, je suis un mec du terrain, j'aime bien analyser sur le terrain. Puis après, les mecs confirment ce que je dis, puis après, les mecs, il y a tout le temps des mecs qui font des trucs très intéressants. Et Arte avait fait toute une émission sur Secret de champion. Et c'était les analyses morphologiques des champions et leurs particularités. Donc, j'ai envoyé ça, mais il n'y avait pas que ça. Il y a Gundit qui travaille avec moi sur un livre, on travaille sur un livre sur les blessures. Et là, il est en train d'étudier le dos et toutes les particularités du dos quand on se blesse, tout ça. Donc le mec qui est arrivé aux mêmes conclusions que moi sur les problèmes de hernie discale et qui sont directement liés en musculation. Je parle en musculation. Hein. Par ailleurs, en musculation, à la mobilité antérieure de la hanche. J'ai expliqué dans des vidéos, c'est de la mécanique de base, hein. C'est pas, j'invente rien. Tu sais, je sais pas, je suis accusé, le mec dit ouais, tes sources. Je dis mais attends, mes sources, c'est la mécanique de base qui est utilisée par tous les ingénieurs. Je veux dire, je vais pas refaire les lois physiques du monde. Tu comprends? C'est de la mécanique. Quand tu bloques à un endroit, tu compenses à un autre. Oui, ça, quand tu bloques en flexion antérieure, quand tu es en squat, tu bloques en flexion antérieure et que tu es en déséquilibre avant. Si tu es bloqué en flexion antérieure, le condyle, hein, pour que les gens qui suivent comprennent un peu, parce que tu dois avoir des intellos gauchistes chez toi, je pense qu'ils aiment bien les... J'ai des intellos. Ils sont gentils, les intellos gauchistes. J'ai de tout. Si tu bloques ici, tu vois, c'est le bassin, et qu'il est bloqué parce que tu n'as pas de bascule antérieure, soit par une trop grosse congruité, tu vois, congruence, tu vois, là, donc ici tu en as trop, ou même c'est multifactoriel, tu peux avoir la tête du fémur qui est ovoïde, tu peux avoir le col du fémur qui est incliné plus ou moins vers l'extérieur ou antérieurement. C'est un ensemble, tu vois, de trucs, mais ça produit le même résultat. Donc si tu es bloqué là, bah, quand tu vas te péter la gueule en avant par une sorte de déséquilibre au squat, tu as trop lourd, tu as deux solutions, c'est où tu tombes vers le bas, et en bas tu vas t'arrondir, tu vois, ou tu bascules en avant, comme tu peux basculer en avant, tu vas arrondir la colonne vertébrale qui est là. Et là, c'est la hernie. Et là, c'est grave. Bah, alors. Et c'est le problème. Alors que les mecs qui ont une mobilité antérieure de la hanche, qui ne sont pas forcément bons au squat, quand ils se pètent la gueule au squat, ils vont faire ça. Boum. Et c'est pas le dos qui prend. Donc, la première cause de hernie discale, en muscu, je parle, hein. En muscu, on ne parle pas d'hernie discale, aux rotations, machin, qui ont d'autres. Donc, c'est le manque de flexion antérieure de la hanche. Tu ne veux pas dire que tu fais un grand écart. Tu vois.
Attention, petite interruption, je me dois de dire ici que ça n'est pas la première cause d'hernie. Si tu veux comprendre à quoi elles sont dues, eh bien, je te conseille d'aller lire le post de Cerveau musclé à ce sujet que j'aurai mis en description. C'est tout. Mais Et ça, tu le vois quand le mec se met à genoux, il lui demande de se mettre à genoux sans rien, et le médecin qui s'occupe là Stuart McGill. de tout. Voilà, tu l'as lu? Ouais, bien sûr. Ouais, c'est Ça fait intéressant. ça fait un moment que je connais McGill, mais ouais. Voilà. Oh, moi j'en avais lu d'autres, mais moi je suis de terrain, je lis pas tout, hein, on rigole. Et qui expliquait le mouvement, tu te mettais à genoux, et là on voit si tu bloques antérieurement, et à ce moment-là, tu arrondis plus ou moins le dos. Et c'est le problème. Et moi je disais, de toute façon, ça se voit à la presse inclinée, quand le mec il descend là. Et s'il peut plus descendre, il va arrondir le bas du dos, il va se niquer le dos. Pareil, la presse inclinée. En fait, Moi, sais pas là-dessus. je dirais là-dessus, et ça je pense que c'est intéressant à dire, c'est-à-dire que le vrai problème en réalité, c'est effectivement cette limitation-là, mais c'est aussi, et je pense que c'est complémentaire, c'est le fait de vouloir en fait chercher la performance quand tu es dans ce genre de cas-là. Parce que à la rigueur, si jamais tu fais attention à, tu vas rester relativement dans ton angle, ou que même tu arrondis légèrement le dos, mais tu ne prends pas des charges trop lourdes. C'est pas un problème. Parce que... Un problème. Et si tu es assez jeune et si tu n'as pas une dégénérescence Oui, due à c'est ça. l'âge. Mais si tu vois, tu te retrouves là-dedans et tu n'excèdes pas la capacité et qu'au fur et à mesure, tu vois, tu progresses là-dessus, mais très très doucement. C'est pas trop grave. Mais le problème, moi, je trouve, et je trouve que c'est un vrai souci actuellement dans la musculation moderne, c'est que, en fait, comme on veut aller sur Instagram et dire « Ah là là, j'ai mis ma charge la plus lourde et j'ai vraiment perfé », et bien, en fait, tout le monde s'improvise mini-compétiteur, sauf que, eh bien, tu ne peux... Enfin, ça n'a aucun intérêt d'aller te comparer avec les autres, à essayer de mettre le plus lourd possible et à faire ces choses-là. Voilà, c'est pas parce que tu n'as pas une morphologie pour le squat que tu dois pas faire de squat. Exactement. Ça se trouve bien. Ouais. Pour le squat lourd, de compète, on va dire, tu vois, c'est ça. Tu vois, moi, le cadre guide, j'en fais pas. Ouais, c'est bien un cadre, mais j'en fais pas, parce que moi, je me blesse. Et puis, la plupart des gens se blessent pas. de toute façon, je veux dire, il faut juste en fait savoir ce que ça te fait travailler. Si par exemple, tu as tendance à avoir ton dos qui se penche beaucoup plus, tu vois, vers l'avant, bah, tu te dis, finalement, dans mon programme, mon squat, quand je vais le faire, si mon dos se penche beaucoup plus vers l'avant, je vais avoir plus un moment de force sur les extenseurs du dos, eh bien, je vais essayer de pas caler du soulevé de terre juste après, ou de caler ça, de faire du soulevé de terre trop fréquemment. Et en fait, si tu as juste ton entraînement vis-à-vis du fait que c'est là où, moi, à mon avis, elle sert vraiment, la morphologie. C'est pas à enlever des mouvements, c'est à gérer la dose de mouvement que tu mets. Mais tu sais, c'est ce qu'on dit dans notre méthode. Hein, les mecs, c'est pas parce qu'on met... Le problème, c'est que les gens disent « Ah, on peut se blesser là. » Oui, on n'est pas obligé. Voilà. Et c'est ce que je dis. Moi, je pense, en fait, avant, si tu veux, avant, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Et puis après, je me suis... Tu vois, moi, je change d'avis, je me pose des questions, etc. On dit moi, Gundil et moi, on dit tout le temps, t'as vu comment je m'entraîne? Bah, tu fais pas comme moi. Voilà. C'est-à-dire, moi, tu me vois m'entraîner, les mecs se foutent de ma gueule. J'ai une récupération nerveuse parce que je pousse très lourd par rapport à mon gabarit, à ma musculature. Donc, j'ai besoin de me reposer beaucoup entre les séries. Parce que je suis comme ça. Et après, je travaille plus léger à la fin. Tu vois, mais je mets lourd. Bon, bah là, je monte, je fais du soulevé de terre, je m'amuse à faire des. Et puis, je me suis aperçu que quand je faisais du lourd, j'étais beaucoup mieux que quand je faisais du léger. Parce que comme j'ai. Voilà, ça arrive. Je me sens beaucoup mieux quand je fais du bien lourd en série de 1, 2 maxi. Ouais. Il y a des gens qui sont comme ça. Et c'est peut-être pour ça aussi. Après, je descends bien en série 10, mais bien plus. Alors là, je descends bien. Et là, je fais du truc relax, tu vois. Mais c'est peut-être aussi pour ça. Je fais du soulevé de terre à 230. Je monte sans ceinture à 230. Je m'amuse. Pour un vieux, c'est bien. Tu vois, je suis content. Et je me sens mieux. Et je fais 1 reps. Ouais. Mais c'est peut-être pour ça aussi, tu vois, que tu as pu faire du powerlifting et que tu as pu bien te classer quand tu étais jeune. Parce que quand tu dois avoir au niveau de ton système nerveux une meilleure activation, tu dois avoir aussi une envie de soulever plus lourd, tu vois. Et du coup, ça aide forcément. Et moi, je pense que, mais si tu veux, par exemple, moi, je montre très peu mes entraînements. Moi, il y a peu de gens, tu vois, j'ai montré une fois un de mes entraînements, mais sinon, je montre rarement mes entraînements parce qu'en fait, j'ai pas envie que les gens prennent exemple sur moi. Parce que... Ah oui, après, les mecs, ils se foutent de ma gueule. Je dis, mais attends, tu sais, moi, je commençais à... Alors maintenant, on les met dans les livres, hein, tu vois, il y a plusieurs techniques. Ouais. Je montrais mes entraînements de traction. Le mec, il fait des moches tractions. Et je dis, mais attends, là, je fais des tractions pour travailler le système
cardiovasculaire et habituer mes muscles à de la résistance, à travailler sur de la série très longue. Je ne te fais pas des tractions strictes. D'abord, c'est très traumatisant, les tractions strictes, donc tu ne peux pas les faire tout le temps. Mettre en extension permanente des articulations, c'est pas le top, tu vois. Donc, tu es obligé de faire très, très, très attention. Tu vois, alors j'expliquais, moi, je fais de la traction trichée une fois, ensuite la séance, parce que je m'amusais, la séance suivante, je fais de la traction lestée, je monte une série ou deux pour travailler la force encore, tu vois, et puis après, je fais de la traction stricte, tu vois, ambiance complète, mais ça me permet de reposer mes articulations. Et c'est ça qui est très important, en fait, c'est que moi, j'ai du mal en ce moment, ça m'embête, en fait, de voir que la première chose que font les gens quand ils voient d'autres personnes s'entraîner, c'est « Ah, mais ta forme, elle est comme ça. Ah, mais ton truc, il est comme ça. » Mais en fait, tu ne sais pas pourquoi la personne fait ça. Donc, la première chose à faire, c'est poser la question, demander. Et une fois que tu as posé la question de savoir les objectifs, là, tu peux corriger. Mais tant que tu n'as pas identifié un problème, comment est-ce que tu veux essayer d'apporter une solution? Ce serait comme arriver et puis dire « Bon, t'as quoi comme maladie? Bon, on s'en fout. Prends du Doliprane. » Ça n'a aucun… Enfin, tu ne peux pas t'adresser à un problème tant que tu ne l'as pas identifié. Tu vois, il y a irréversion. Tu vois, irréversion, il dit ça. Il dit, là, c'est sur le chat, il dit au final, c'est en pratiquant, c'est au pratiquant de savoir s'analyser, se connaître. Ouais. Mais ça ne vient qu'avec, voilà, ça ne vient qu'avec expérience. D'abord, tu lis les anciens, tu lis les textes, et après, tu expérimentes la vie. Tu vois, et tu vérifies si ce que disent les mecs, ça marche pour toi ou pas. Mais on ne peut pas te dire fais comme lui. Moi, fais comme moi. Je dis à toi d'expérimenter, c'est ce qui va le mieux. Tu vois, mais nous, on passe en revue à peu près, pas tout, mais une bonne partie des pathologies qu'on peut avoir et l'influence de la morphologie sur les blessures. Tu vois, il y a des constantes. Il y a des constantes. Mais moi, c'est ça que je trouve en fait, quand on nuance l'approche de cette façon-là et qu'on se dit finalement, ça doit me servir à faire ma programmation, mais pas à virer des choses. Mais j'ai jamais dit, enfin, je pense pas que ce soit ce que tu penses toi, mais je pense vraiment qu'il y a trop de personnes en fait qui lisent des fois les textes et que ce soit les tiens comme ceux de n'importe qui. On peut parler de voilà, comme la parole à appliquer, tu vois ça. Ouais, c'est ça. Tu peux faire. Mais non. On te parle de tendance globale. C'est un peu la morphologie, comme il s'appelle le sprinter français, le maître. Blond. Le maître, moi je ne me souviens pas des noms. Le maître qui est très grand, qui a un bassin surdimensionné, si tu l'as analysé, et qui était le seul blanc à être descendu en dessous des 10 secondes. Des 10 secondes. Ouais. Voilà, c'est le seul blanc, alors qu'il y a plein de noirs qui descendent en dessous des 10 secondes. Pour les blancs, c'est impossible. C'est rare. Après, il y a un truc qui est assez intéressant dans les morphologies de sprint, c'est qu'il y a plusieurs types de sprinters. Tu as les sprinters très musculaires et tu as les sprinters très tendineux, en fait. Et voilà. Il y en a certains qui accumulent… Le mieux, c'est d'être musculaire et tendineux, c'est-à-dire un énorme bloc fessier, des gros quadriceps sur le haut, et puis tout tendineux sur le bas. Style, comment il s'appelle, le grand, comment il s'appelle, Usain Bolt. Les mecs, Usain Bolt, si tu l'analyses bien, il est méga grand, mais tout le bas de la jambe est tendineuse. Ouais. Et c'est un grand sprinter, alors ce qui fait que la mise en route de la machine est plus longue. Mais quand il commence à faire ses enjambées avec ses grandes jambes, les mecs peuvent plus l'arrêter. C'est ça, en fait. Il est très très fort. Il gagne sur la fin. Il est extrêmement fort sur le milieu de course. C'est-à-dire que mais la fin, c'est milieu et course. Ouais, c'est ça. Milieu et fin. La fin, il a du mal parce qu'il ralentit en fait. Il n'arrive plus à comment dire. C'est lourd. Ouais, c'est ça. Il dépense tellement d'énergie en fait qu'il n'y arrive plus et c'est ça qui lui a coûté de ne pas améliorer son record une fois où tout le monde disait il en a encore sous le pied. Non, il aurait pu s'il avait une meilleure énergie, mais il en avait plus sous le pied. Il était au bout en fait. Mais vers le milieu de la course, il est tellement rapide. Il bat tout le monde. Mais il fera jamais un début de course hyper rapide comme qui c'était le mec qui était shooté là quand j'étais jeune. Je vois Tyson Gay. Ouais, il y en avait un autre avant. Il a été pris pour un Canadien pour charge. Ah ouais, alors je vois pas. Tu vois, les mecs, je me souviens plus, mais les mecs ils démarrent hyper vite et puis après ils ont c'est dur. Le gars qui démarrait vite, il me semble, c'était Maurice Green par exemple. Il était petit, lui, il faisait il était très fort sur le 50 mètres et en fait il gagnait les 100 mètres aussi, mais parce que il était tellement rapide sur l'accélération du début
que en fait, les gens ne pouvaient pas le rattraper, quoi. Et c'était là-dessus qu'il gagnait. Mais c'était, pour le coup, c'était un petit sprinter très musculaire, lui, et très impressionnant. Mais oui, je trouve que, notamment, tu vois, tu parlais de morphologie. Là, il y a une étude récemment qui est sortie en 2020 qui remarque qu'en fait, les sprinters de niveau élite, qui soulignent en tout cas que la chose qui les différencie, alors après on n'a pas regardé en interne hein, le psoas, etc., mais en externe, c'est vraiment la taille des fessiers. C'est-à-dire que Oui, comme des ils ont... fessiers, bloc moteur vers le Voilà, haut. c'est ça. C'est ce que Ouais. j'explique. C'est-à-dire que si tu es un Européen, tu vas être confronté à un énorme problème, c'est tes mollets et le bas de tes cuisses. C'est-à-dire que l'Européen, il a des gros mollets et des gros bas de cuisses. Tu vois, je les ai mis là, tout musculaire, hein, pour les mecs qui veulent regarder. Hein. Voilà, tu as un Africain, un Européen, tu as c'est à la base pas pour aller vite, pour produire de la chaleur. Donc, même s'il est musculaire, il a un bon influx nerveux, et même s'il a des grandes jambes, si c'est un nordique, un peu comme notre Français qui était le seul, comment il s'appelle, le maître, Ouais, c'est ça. Christophe Lemaître. Ils vont être confrontés à d'autres problèmes en vieillissant, en maturant, hein, c'est-à-dire le développement de leur bloc moteur qui est trop vers le bas. Et à ce moment-là, ça devient comme des lestes de cheville ou de bas de jambe. Voilà, et tu vas perdre tes secondes que tu aurais pu gagner. Alors, faut pas se faire d'illusions. Alors, le maître, je ne sais pas si il a l'air d'être un bon gars qui prend peut-être pas de produits, mais à haut niveau, les mecs, ils s'en foutent tous plein le cul de façon très intelligente. Évidemment. Enfin, je veux dire, en fait, parce que c'est des millions qui sont en jeu. Exactement. C'est ça. Les mecs sont des boîtes, hein, sont dans des clubs qui gagnent de l'argent. Et des mecs viennent payer très cher pour s'entraîner là, ou ils sont des facs qui attirent des gens à l'américaine. Donc, il y a des enjeux monstrueux. C'est comme le foot, c'est-à-dire que tous les gens qui parlent du foot et qui pensent que les meilleurs mondiaux ne sont pas dopés. Enfin, au bout d'un moment, ça veut dire qu'il y a des mecs qui sont derrière eux qui sont dopés? Non, moi je connaissais des footballeurs qui me disaient à des hauts niveaux, mais très, très sympa, mais il faut voir les mecs font très attention, c'est très très intelligent ce qu'ils font, hein. Ils sont suivis à ce niveau-là, il y a tellement de trucs derrière qu'ils font très très intelligemment. Et puis même s'ils le font très très intelligemment, de toute façon, c'est pas la même chose puisque ce sont des sportifs de haut niveau qui, comment dire, c'est pas la santé en fait qui. Non, ils nourrissent leur famille, ils assurent la survie de leurs enfants. Je veux dire, le mec qui est livreur de pizza, il risque des gros accidents. Le mec qui travaille, je sais pas moi, qui nettoie au Karcher le bord du périphérique, le mec, il a beau avoir ses masques, il réduit sensiblement sa vie beaucoup plus qu'un sprinter qui se chargerait. Attention, un sprinter qui se charge, bon, eux, c'est pas les doses qu'ils prennent qui vont sûrement les tuer, c'est pas ça, je dirais plus pour les powerlifters, un peu moins, mais surtout pour on va dire les strongmen et surtout les bodybuilders de haut niveau. Pas forcément des stéroïdes, les sprinters, ça peut être d'autres types de dopage, ça peut être plein de choses. Hein. Le dopage de haut niveau, c'est un monde, beaucoup de gens en parlent, peu véritablement savent ce que c'est très bien caché et c'est comme ça quoi. Enfin, je veux dire, on peut pas se figurer ça et c'est pour ça que moi je fais toujours de la prévention pour les jeunes qui veulent se doper parce qu'ils voient des gens sur Instagram avec des corps bodybuildés etc. ou je sais pas quoi. Le dopage, il vaut mieux se dire que les connaissances qu'on a là nous pour se doper etc. c'est très lacunaire. Il vaut mieux... on ne sait pas ce qu'il va y avoir comme conséquence sur l'individu. Chaque individu peut bien y répondre, moins bien y répondre. Il vaut mieux éviter de se doper si on n'est pas compétiteur. Tu vois, si on ne veut pas faire de la perf ou quoi que ce soit, ça n'apporte rien à part un corps sur Instagram. Le truc, c'est, encore une fois, on en revient à quelque chose d'important, c'est que y a des tendances générales. Il y a des choses qui se dégagent, etc. Mais c'est très difficile de prévoir à l'échelle individuelle. Et pour ça, il faut apprendre à tester sur soi-même. Voilà, sur soi. Exactement. Voilà. Et je pense que aussi, il faut se servir après de sa morphologie, non pas pour condamner des mouvements, mais pour intelligemment faire sa programmation. Et pas... et avoir peur de certains mouvements, parce que ça aussi c'est un truc très important. Des fois quand les mecs ont peur de certains mouvements, ils les font plus, et quand ils les font plus, ils entraînent plus certaines parties de leur corps, et du coup, dès qu'ils vont recommencer à faire un mouvement qui est similaire, peut-être dans la vie de tous les jours et tout, ils se blessent. Parce qu'en fait, le fait d'avoir peur d'un mouvement, ça t'empêche de travailler
suffisamment ce pattern-là. Et par exemple, les gars qui, on parle souvent de ça pour le mal de dos, si tu as peur absolument de courber ton dos, tu vois, si tu as vraiment peur absolument et que tu sais, à chaque fois que tu te penches, tu es obligé d'avoir le dos droit, etc., eh bien, tu te retrouves en fait au bout d'un moment à perdre ta capacité de souplesse de ton dos, parce que tu en as quand même une, ta colonne vertébrale, elle peut quand même bouger, tu vois, et si tu perds cette capacité-là de souplesse, bah, tu te retrouves à te blesser à la moindre charge que tu soulèves. Moi, je dis tout le temps, tu sais, quand tu fais du squat, parce que les mecs, des fois, ils n'ont pas de machine, bah, tu fais du squat, tu es longélique, bah, en léger, tu le fais en amplitude complète. Ouais. Et puis plus tu es lourd, plus tu réduis l'amplitude. Ah, il n'a pas fait un beau squat. Mais on n'en a rien à foutre qu'il fasse un beau squat. Il faut qu'il ressente et qu'il arrive à, s'il veut faire de la performance, mais il est obligé ça lui permet de travailler le système nerveux pour actionner un maximum de fibres d'un coup, d'être plus stable, et puis peut-être de travailler des fibres qui ne seraient pas les recruter en complet, tu vois, en plus léger. Mais évidemment, tu ne vas pas t'amuser à te blesser ou à te péter la gueule parce que tu n'as pas la morphologie, puisque ton corps ne pourra pas retenir. Si tu as des longs fémurs, ça va poser un problème énorme. Si tu n'as pas de souplesse de cheville, alors le mec dit oui, la souplesse de cheville, ça se travaille. Mais oui, ça se travaille. Mais c'est quand même limité, tu vois, par la conformation osseuse et par la souplesse de tes tendons, c'est tout. Par ton historique, par plein de choses. Hein. Moi, les accidents que tu as eu, la façon dont tu as marché, il y a un ensemble. Mais il y a quand même des limites. Je veux dire, il faut assouplir sa cheville, oui, mais et puis si tu assouplis trop, tu peux créer des instabilités aussi. Moi, par exemple, je vais te raconter une anecdote. Moi, j'ai des fémurs qui sont courts, tu vois, très courts. Donc, j'ai pas trop de problème à squatter. En revanche, je suis obligé de prendre un écartement de squat gigantesque parce que, et en fait, je me suis rendu compte de ça. Moi, je fais du kendo depuis que j'ai 13 ans. Le kendo, c'est une activité où tu dois toujours être, en gros, ça c'est le tibia, ça c'est le pied, et tu es toujours en appui sur le pied avant, tu vois. Et du coup, eh bien, comme tu as créé de la rigidité dans cette espèce d'angle-là, ma cheville, elle est tellement pas souple, elle est tellement, je pense, il doit y avoir eu des renforts osseux ou quoi que ce soit, qu'une fois j'ai essayé de l'assouplir, c'est ça qui m'empêche de faire mes squats avec les jambes plus resserrées, et elle est tellement pas souple qu'une fois j'ai essayé de l'assouplir pendant un moment, tu vois, je l'assouplis, machin, et tous les jours. Et, ça marche pas. Et non, c'est même pas seulement ça, c'est que j'ai commencé à perdre de la sensibilité sur le bord latéral, enfin le interne. Et attends, je vais te le sortir parce que j'ai là ça. Bord latéral et interne plutôt. T'as froid sur le petit orteil. Ouais. T'as pas froid. Ouais. Je connais parce que moi je l'ai. Moi je fais du mollet. Merde, qu'est-ce qui m'arrive? Et je disais, mais est-ce que je me suis fait, à force de conduire des kilomètres, un pincement du nerf sciatique en dessous? Puis je me suis aperçu que, à force de faire du mollet, je m'assouplis pour pas me faire mal quand je fais du soulevé de terre. Je peux pas en faire trop. Je commence à avoir du froid sur le bas du pied. Voilà. Tu sais, et c'est en fait le passage du nerf. Tu le frottes et tu fais en fin de compte une compression nerveuse. Exactement. Super attention à tout ça. Exactement. Et du coup, j'ai arrêté. Tu vois, je comprenais pas à quoi c'était dû. Je me suis dit ça doit être dû à ça quand même parce que bon. T'as arrêté et à ce moment-là tu dors bien quand tu es assis parce que ça devait te le lancer quand tu étais assis après. Ça me lançait pas. C'est juste c'était perdu. J'avais plus de sensibilité. Donc. Oui, et t'avais pas du froid, l'impression d'avoir froid au pied. L'impression d'avoir froid au pied. Si, c'est ça, exactement. Horrible. Et du coup, ça t'empêche de dormir, t'es là, c'est la merde et tout, c'est quoi? T'as pas mal, t'as rien, c'est ça. C'est la pire sensation possible. Voilà. Mais ouais, Moi, je l'ai un peu actuellement, et puis je me suis aperçu que quand je fais pas les mollets en flexion totale sur la machine à mollets, moi je charge très facilement, puisqu'en fin de compte, j'arrive pas à sentir les mollets. J'ai les mollets tendineux à fond, j'ai 2 petites boules et du tendon. Je mets 100 kilos, ça fait plouf, pouf. Non, mais moi c'est pareil. Hein. Je suis pareil à ce niveau-là, au niveau des mollets. Je peux mettre des charges indécentes sur les mollets, mais vraiment, ça me fait rien. Donc, et les mecs, t'inquiète pas, c'est pas les muscles, c'est simplement un élastique. C'est ça, c'est les tendons. C'est un peu comme les sprinteurs, ils courent vite parce qu'ils ont un bloc moteur, mais aussi parce qu'ils ont des gros ressorts. Donc, chaque fois que moi, alors si tu veux, pour te dire, manège enchanté. Le kendo, pour le coup, on est toujours en appui avant. Donc, et je te dis, ça fait 13 ans que j'en fais. Donc, au bout d'un moment, je me suis adapté et je pense que je suis assez rapide dans mes déplacements, assez bondissant et c'est évident que mes mollets, enfin les tendons de mes mollets sont adaptés à ça et j'ai aucun problème à bondir. Voilà.
quand je te dis, tu fais des stages de 5 heures par jour ou pendant 10 jours, tu vois, au Japon avec les Japonais à faire ça toute la journée, ou d'un moment, tes mollets soit ils s'adaptent, soit tu meurs. Tu vois, et du coup, juste, je voulais finir là-dessus parce que je trouvais ça intéressant. Et je trouve ça très intéressant au niveau du développé, parce qu'on a eu un grand débat avec un autre YouTuber, je pense que tu le connais, il s'appelle Jean Honche, et on a eu un grand débat au sujet du développé incliné, et le fait de dire est-ce que ça développe ou pas le haut de pec. Et Ça dépend des gens. exactement, on est d'accord. Il n'y a pas de loi, c'est ridicule. J'ai vu ces études qui montraient que l'incliné ne développait pas. Je dis, attends, t'es gentil, mais moi, ça me le développe. Ça développe aussi. Ça dépend, tu vois, tu tires dans. De toute façon, les muscles, ils tirent dans l'axe, tu vois. Ça dépend pour qui. Il y en a qui vont prendre en avant d'épaule. Voilà. Tu vois. Et il y en a qui vont prendre en haut de pec, et tu peux pas dire c'est contre-productif pour tout le monde. On est d'accord. Voilà. Ouais. C'est ce que j'avais moi compris de la vidéo que tu avais fait sur le sujet, que je trouvais pertinente. Mais tout le monde a dit oh, oui, ça lui donne raison. C'est pas bon de faire du développé incliné. Enfin, ça me semble. Essaye, et si ça marche, t'en fais. Exactement. Moi, j'aime pas trop parce qu'objectivement, moi, quand je fais du développé incliné, il faut que ça soit un tout petit peu incliné, c'est-à-dire vraiment le banc comme ça pour sentir mon haut de pec. Ouais. Et dès que j'incline en incliné, je ne suis pas bien placé, j'ai l'impression, j'ai pas de force. Il faut que je sois juste avant l'épaule pour sentir les épaules. Tu vois, les épaules, je ne sens plus rien, je peux pas. De toute façon, j'ai pas de souplesse de celle-là à cause d'une déformation de jeunesse, je pense. Hein. Et puis de toute façon, j'ai pas beaucoup de souplesse d'épaule à cause de ma largeur de clavicule. Je suis pas très large, je suis pas très étroit non plus. Je suis normal, hein, tu vois. Donc ça me va pas. Moi, il faut que je pousse en avant comme ça. Et là, je vais développer les avant d'épaule et un peu le haut de pec d'une façon assez harmonieuse. Mais en épaule, je ne sens pas les épaules, moi. Je peux pas. Mais moi, si tu veux, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que moi, ce qui marche beaucoup plus pour moi, pour le haut de pec, c'est l'inclinaison des bras par rapport au torse. Enfin, c'est l'angle des bras par rapport au torse. C'est-à-dire que si j'ai un angle de bras qui est, on va dire, en dessous de 60 degrés, hein, à peu près aux alentours de 60 degrés, là, je sens beaucoup plus mon haut de pec. Mais, et s'il est un peu plus, tu vois, relevé, donc plus proche des 80-90 degrés, bah là, je sens plus mes pecs dans leur ensemble, tu vois. Mais je dis pas, tu vois, les gens pensent que depuis que j'ai dit ça, moi je suis un fou de l'incliné. Je dis pas du tout que pour moi ça fonctionne bien. Je dis juste que j'ai vu des mecs développer des hauts de pec de malade avec de l'incliné. Et tu peux pas dire que ça fonctionne pour personne. Mais oui, tu essayes et tu regardes si ça marche, tu vois, c'est tout. Moi, je développe de très bons avant d'épaule en faisant de l'incliné. Ouais. Moi, mon mouvement où je suis monstrueusement fort, moi avant, j'avais pas de force. J'ai les épaules, j'arrive pas à travailler, mais comment ça se fait? Et il y a un mouvement, il y a un angle où je suis extrêmement fort, c'est entre l'incliné et l'angle des épaules. Ouais. C'est-à-dire ce que faut, parce que je peux pas aller derrière. Moi, quand je suis ici, c'est-à-dire c'est pas un incliné, c'est au-dessus, je développe tout le haut. Ouais. En dessous, je développe rien. Ça marche pas, je suis pas dans l'axe, tout ça. Et après, je repars quand je suis en couché, décliné. Malheureusement, le décliné, je peux plus trop en faire, on va dire, monter à cause d'un accident que j'ai eu au pec. Donc, je fais du pec normal. Bon, ça va. Je me débrouille encore. J'ai perdu mes performances d'avant à cause d'une blessure, tu vois. Mais ça se joue pas dans l'incliné. Ça joue sur le décliné. C'est un truc que tu fais jamais, tu vois, quasiment dans la vie de tous les jours. Voilà, c'est déjà la fin. J'espère que cette conversation t'aura plu. Quant à moi, je te dis de ne pas oublier de liker, partager, commenter, de soutenir la chaîne en ayant accès à des vidéos exclusives par la même occasion pour 2 € par mois, de venir sur mon Insta pour avoir le droit à des super posts et conseils en story, et de passer sur le Discord pour qu'on en parle entre nous. Prends soin de toi et à la prochaine.